Au terme d'un service de garde de 36 heures, le docteur Michel Renaud laissa échapper un profond soupir, traversant les couloirs silencieux de l'hôpital Saint-Ange. Épuisé, l'esprit encore occupé par les complications de sa dernière intervention, chirurgicale, il ne rêvait que de retrouver son appartement désert. C'est alors que son attention fut captée par une petite forme recroquevillée près de l'entrée des urgences. Sous la pluie battante qui s'abattait sur la France en cette nuit hivernale, une fillette d'origine asiatique dormait là, trempée et grelottante. La délicatesse de ses traits et la vulnérabilité de son sommeil, même dans ces conditions pénibles, étreignirent le cœur du médecin. Michel s'approcha rapidement, oubliant un instant sa fatigue. « Petite, réveille-toi, tu ne peux pas rester ici, » dit-il en lui touchant doucement l'épaule. La fillette, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, entr'ouvrit les yeux, révélant un regard apeuré et confus. Elle tenta de balbutier quelques mots inintelligibles, avant de refermer les yeux, visiblement épuisée. Michel scruta les environs à la recherche d'un adulte responsable, mais à cette heure avancée de la nuit, le parking était désert. La pluie redoublait et la température baissait rapidement. « Je ne peux pas la laisser ici », murmura-t-il pour lui-même, prenant l'enfant trempé dans ses bras. Elle était incroyablement légère. Ses petits bras maigres, la pâleur de son visage, tout suggérait une possible malnutrition. Ses vêtements mouillés et simples collaient à son corps frêle, et Michel sentit une vague inattendue d'instinct protecteur l'envahir. De retour dans l'hôpital, l'enfant dans les bras, Michel fut immédiatement interpellé par Camille, l'infirmière en chef du service de nuit, connue pour son strict respect des règles hospitalières. « Docteur Renaud, que croyez-vous faire ?» demanda-t-elle, les yeux rivés sur la petite fille mouillée. « J'ai trouvé cet enfant endormi à l'entrée du service, seul sous l'orage. Je ne pouvais pas la laisser là, » répondit-il, se dirigeant déjà vers une salle d'examen. Camille fronça les sourcils, l'air visiblement préoccupé. « Vous savez très bien que nous avons des protocoles précis pour ce genre de situation. Nous devons immédiatement signaler le cas à la protection de l'enfance. On ne peut pas simplement ramener un enfant de la rue à l'hôpital sans document ni responsable légal, » avertit-elle. Michel savait qu'elle avait raison. En tant que chef du service de chirurgie cardiaque pédiatrique, il connaissait ces protocoles, par cœur. Mais quelque chose chez cette fillette l'empêchait de simplement suivre les règles. « Je vais l'examiner d'abord. Elle est glacée, probablement déshydratée. On s'occupera de la paperasse après, » répondit-il sèchement, en la déposant sur la table d'examen avec précaution. Michel commença à lui retirer ses vêtements, trempés pour l'ausculter correctement. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui fit bondir son cœur. Une cicatrice chirurgicale récente traversant une partie de sa poitrine, une cicatrice qu'il aurait reconnue entre mille. « Impossible », murmura-t-il en passant doucement ses doigts sur la marque. « Camille, apportez-moi les dossiers des chirurgies cardiaques pédiatriques des 6 derniers mois. Vite, s'il vous plaît. » L'infirmière obéit à contre-cœur, tandis que Michel poursuivait l'examen. La fillette présentait une légère hypothermie et des signes d'épuisement, mais son rythme cardiaque, bien que faible, restait stable. Il lui administra une perfusion de glucose et l'enveloppa de couverture thermique, incapable de détourner le regard de cette cicatrice. Camille revint quelques minutes plus tard avec un dossier numérique. « Voici les registres, docteur. Mais j'insiste, nous devons prévenir les autorités. Ce n'est pas une situation normale, et vous le savez. » Michel ignora la remarque et commença à éplucher les fiches des dernières interventions. Quelques minutes après les interventions, ses yeux s'écarquillèrent. C'était elle, Camille, une patiente nommée Lin, âgée de 5 ans qui avait subi une chirurgie de correction d'une communication interventriculaire 4 mois auparavant. La famille n'était jamais revenue pour les rendez-vous de suivi post-opératoire. Ils avaient tout simplement disparu après sa sortie de l'hôpital. Camille s'approcha, cette fois plus intriguée que critique, se demandant comment elle avait pu revenir seule et pourquoi sa famille abandonnerait le traitement d'une affection cardiaque aussi grave. Michel secoua la tête, tout en continuant à examiner le dossier. La famille était immigrée, les parents travaillant dans des ateliers de confection à Tépito, selon le rapport social. Leur logement était précaire et leurs revenus insuffisants. Il s'arrêta, la gorge serrée. L'hôpital avait couvert les frais de l'opération grâce au programme d'aide,
mais les médicaments et les consultations de suivi restaient à leur charge. À cet instant, la petite Lynn bougea faiblement sous les couvertures, encore inconsciente. Michel fut envahi par une culpabilité qu'il avait du mal à définir. Combien d'enfants comme elle étaient passés entre ses mains sans qu'il ait réellement compris les difficultés qu'il rencontrait en dehors du bloc opératoire? « Je resterai avec elle cette nuit », décida-t-il, ajustant le débit de la perfusion. Si son état ne s'améliore pas demain ou si nous ne parvenons pas à joindre sa famille, nous contacterons la protection de l'enfance. Docteur, c'est totalement... Irrégulier, protesta Camille. Votre service est terminé. Dans ce cas, enregistrez-moi des heures supplémentaires. Coupant court à la discussion, il répliqua. Je ne laisserai pas l'un seul, Camille. Pas cette nuit. L'infirmière soupira, reconnaissant l'expression déterminée que le docteur Michel arborait lorsqu'il prenait une décision irrévocable. Très bien. Je vais préparer les documents provisoires, mais demain matin, il faudra régulariser cette situation. Une fois Camille partie, Michel rapprocha une chaise du lit d'hôpital et s'assit près de la petite patiente. En observant le visage paisible de la fillette, il ne put s'empêcher de penser à sa propre fille, Nathalie, qu'il n'avait pas vue depuis plus de 3 mois, depuis la conclusion de son divorce avec Alexandra. Ce divorce avait été dévastateur. Après 18 ans de mariage, lui et Alexandra ne parvenaient plus à cohabiter. Les longues heures passées à l'hôpital, les urgences, les week-ends de garde, les remplacements de dernière minute, tout cela avait lentement détérioré leur relation. Michel savait que la plus grande part de responsabilité lui incombait. Il avait choisi à maintes reprises l'hôpital plutôt que sa famille, croyant faire ce qu'il fallait en sauvant des vies. Aujourd'hui, à 46 ans, il vivait seul dans un appartement impersonnel près de l'hôpital, tandis que son ex-femme et sa fille étaient installées à Monterrey. Nathalie, désormais âgée de 16 ans, refusait presque de répondre à ses appels. Ses pensées furent interrompues par un léger mouvement. L'un commençait à ouvrir les yeux lentement. « Bonjour, ma petite. Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-il en espagnol, espérant que la fillette comprendrait. À sa grande surprise, l'un le regarda avec une expression mêlée de soulagement et de reconnaissance. « Docteur Cœur », murmura-t-elle dans un espagnol hésitant, avant de refermer les yeux. Ces 2 mots, si simples, transpercèrent Michel comme un éclair. Elle le reconnaissait d'une manière ou d'une autre. Cet enfant avait retrouvé le chemin vers le médecin qui lui avait sauvé la vie quelques mois auparavant. Le matin arriva, accompagné des premiers rayons de soleil filtrant timidement par la fenêtre de la salle d'examen. Michel avait somnolé, sur la chaise inconfortable, gardant une main posée sur le pouls de l'un toute la nuit. À son réveil, 2 grands yeux sombres l'observaient attentivement. « Bonjour », dit-il avec un sourire. « Comment te sens-tu » La fillette ne répondit pas mais tendit lentement une petite main hors des couvertures. Serrant le doigt de Michel avec une force étonnante, elle balbutia enfin dans un mélange de portugais et d'espagnol. « Chat grand-mère malade, grand-maman. » Très malade. Michel se redressa cherchant à comprendre. « Ta grand-mère est malade ? C'est pour ça que tu es venu jusqu'ici ?» L'enfant leva les yeux, soudain inondé de larmes. « Grand-maman cœur pareil, grand-maman plus médicaments. Papa travaille beaucoup, maman travaille beaucoup. Personne amène grand-maman au hôpital. » Le cœur de Michel se serra en comprenant la situation. Cette petite fille d'à peine 5 ans avait probablement quitté son domicile seule, traversant une bonne partie de la ville sous une tempête, dans l'espoir de trouver de l'aide pour sa grand-mère souffrante. « Tu sais où tu habites ?» interrogea-t-il. « Peux-tu me dire où se trouve ta maison ?» La fillette secoua la tête, avant de se mettre soudainement à fouiller frénétiquement les manches de son pyjama d'hôpital, comme à la recherche de quelque chose. Déçue de ne rien trouver, elle jeta un regard vers ses vêtements mouillés posés sur une chaise non loin. « Papier » murmura-t-elle. « L'un a du papier ?» Michel saisit les vêtements et fouilla les poches de la petite robe. Dans l'une d'elles, il trouva un morceau de papier détrempé, sur lequel on pouvait encore distinguer une adresse manuscrite, partiellement effacée par la pluie. « Rue Louis Martel », lut-il à voix haute, reconnaissant un quartier de Tepito, connu pour ses ateliers de textile et ses immeubles vétustes où vivaient de nombreux immigrés dans des conditions précaires. À ce moment précis, la porte s'ouvrit.
Camille entra, accompagnée d'une femme d'âge mûr, vêtue de manière formelle. « Bonjour, docteur Michel. Voici Gabrielle, travailleuse sociale de l'hôpital. Elle est venue pour que l'on puisse régulariser la situation de la petite, » annonça Camille en lançant un regard insistant au médecin. Gabrielle s'avança avec un sourire professionnel. « Bonjour, docteur. Je comprends votre souci d'aider l'enfant, mais nous devons suivre les procédures en vigueur. Je vais notifier le bureau de protection de l'enfance et entamer le processus pour retrouver la famille. Si aucun responsable n'est identifié, elle devra être placée dans un foyer temporaire. » Michel sentit la main de l'enfant se serrer davantage, contre la sienne, comme si elle avait peur d'être séparée de lui. « Nous avons l'adresse de la famille, » déclara-t-il en montrant le papier mouillé. La fillette est venue chercher de l'aide pour sa grand-mère qui souffre apparemment aussi de problèmes cardiaques. Même ainsi, il faut respecter le protocole, insista Gabrielle. Une enfant ne peut pas errer seule dans la ville qu'en soit la raison. Il y a peut-être des cas de négligence ou d'abandon à vérifier. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, surtout en ce début. Continuons. Michel sentit monter en lui une frustration palpable. Il connaissait bien les protocoles et savait que si le bureau de protection de l'enfance était saisi, l'enfant pourrait passer des semaines dans un foyer, le temps que la bureaucratie suive son cours. Pendant ce temps, la grand-mère malade resterait sans soins. Gabrielle, je comprends parfaitement votre position, mais il s'agit ici d'une situation exceptionnelle. Cet enfant est ma patiente. Je l'ai opérée du cœur il y a quelques mois, et aujourd'hui elle revient pour demander de l'aide pour sa grand-mère, qui présente apparemment un cas similaire. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, cela ne change rien aux procédures légales, rétorqua la travailleuse sociale en prenant des notes sur sa tablette. Michel inspira profondément pour contenir sa colère. Je ne vous demande que quelques heures. Mon service commence à 14 heures. D'ici là, je compte me rendre personnellement à cette adresse pour évaluer la situation, afin de vérifier l'adresse et d'évaluer la situation familiale. Si je décèle des signes concrets de négligence ou d'abandon, j'alerterai personnellement les autorités compétentes. Gabrielle et Camille échangèrent un regard empreint de scepticisme. C'est une procédure inhabituelle, commença Gabrielle. J'en assume l'entière responsabilité, le coupa Michel, et je signerai tous les documents nécessaires. Nous ne pouvons pas ignorer qu'une dame âgée est potentiellement en danger et requiert des soins. Après une discussion approfondie, Michel parvint à obtenir un délai de 6 heures, en contrepartie de la signature d'une décharge de responsabilité. Bien que désapprouvant, Gabrielle dut se soumettre à la position hiérarchique du médecin, ainsi qu'à son engagement d'assumer les conséquences juridiques. Se retrouvant seul, Michel se tourna vers la fillette, qui avait suivi toute la scène avec une attention mêlée d'inquiétude. « Nous allons retrouver ta grand-mère et l'aider, je te le promets, » assura-t-il. Un sourire timide illumina le visage de l'enfant, le premier depuis qu'elle avait été découverte sous la pluie. Après l'avoir vêtue de vêtements secs et s'être assuré qu'elle avait mangé, Michel, bravant le règlement de l'hôpital et, peut-être même certaines lois, l'installa sur la banquette arrière de sa voiture. « Nous allons trouver ta maison, le W », dit-il en la regardant dans le rétroviseur, tout en se dirigeant à travers les rues congestionnées de la ville vers Tépito-Michel. Ne pouvait s'empêcher de songer à l'aspect surréaliste de la situation. Moins de 24 heures auparavant, il achevait un énième service éreintant avec pour seule ambition de rentrer chez lui et de dormir. Et le voilà maintenant, quasiment en train d'enlever une patiente mineure dans le but de retrouver une grand-mère malade dans un quartier défavorisé de la ville. Son téléphone retentit, interrompant le cours de ses pensées. Le nom d'Alexandre s'affichait sur l'écran du tableau de bord. Il hésita, puis répondit en activant le haut-parleur. « Michel, il faut que nous parlions de la pension de Nathalie. » La voix de son ex-femme était froide et directe, comme toujours, depuis leur divorce. « Le montant que tu as versé ce mois-ci est inférieur à ce que nous avions convenu. » Michel prit une inspiration profonde. Il avait complètement oublié cette histoire. « Alexandre, je suis en plein milieu d'une situation compliquée. Pouvons-nous en discuter plus tard ?»« Toujours la même rengaine, hein ?» rétorqua-t-elle avec amertume. « Il y a toujours quelque chose de plus important que ta famille. Rien n'a changé. Ce n'est pas juste.
protesta-t-il, conscient que Loubéville entendait toute la conversation depuis l'arrière. Je suis littéralement en train d'essayer de sauver des vies ici. Et la vie de ta fille, répliqua Alexandre. Nathalie a un gala de danse ce week-end. Tu sais combien de spectacles tu as manqué ces dernières années? Michel sentit cette sensation désagréable se nouer dans sa gorge, celle qui l'envahissait, toujours lorsqu'il pensait à la relation distante qu'il entretenait avec sa fille. Je ne savais pas pour le spectacle. Bien sûr que non. Tu ne sais jamais rien, Michel. Un silence pesant s'installa avant qu'Alexandre ne reprenne, d'un ton légèrement moins dur. Je ne veux pas me disputer. Je veux juste que tu régularises la pension. Et ce serait bien que tu sois présent au gala. Nathalie ne l'admettra jamais, mais je sais qu'elle te cherche dans le public. Les yeux de Michel se mirent à picoter. J'y serai, je te le promets. Et je réglerai la pension aujourd'hui, même. En raccrochant, il remarqua que Loubéville le regardait intensément dans le rétroviseur. « C'est ta fille » demanda-t-elle avec curiosité. « Oui » répondit-il, surpris par la perspicacité de la fillette. « Nathalie, toi aussi, tu es son médecin ?» Là, cette question, formulée avec une innocence désarmante, le percuta comme indirect. Non, il n'avait jamais véritablement joué le rôle de médecin pour sa propre fille, au sens de veiller concrètement à son bien-être. Il était constamment accaparé par les soins prodigués aux enfants des autres. Un sourire teinté de tristesse accompagna sa réponse à la fillette. « Non, ma puce, je suis juste son papa. Enfin, j'essaie de l'être. » En atteignant finalement la rue Lopez, Mathieu Michel fut brutalement confronté à la réalité crue, des habitations précaires où vivait une part importante de la communauté immigrée de France. Des immeubles vétustes et délabrés se côtoyaient, souvent divisés en espaces minuscules, servant de logement à des familles entières. L'adresse, figurant sur le papier, les guida vers un vieil édifice de 3 étages, dont la façade défraîchie et les vitres brisées témoignaient d'années d'abandon. Des cordes à linge multicolores traversèrent la façade, offrant un contraste saisissant avec le gris terne des murs. « C'est ici » interrogea Michel. L'un acquiesça avec entrain, tout en s'efforçant de défaire sa ceinture de sécurité. Pénétrant dans l'immeuble, ils furent accueillis par une odeur d'humidité persistante mêlée aux émanations de cuisine provenant de divers foyers improvisés. Le couloir étroit était faiblement éclairé, desservant de nombreuses portes donnant accès à de petites pièces, où des familles entières vivaient dans des espaces à peine suffisants pour une seule personne. L'un saisit la main de Michel et l'entraîna avec détermination jusqu'au bout du couloir. Puis ils montèrent un escalier branlant menant au 2e étage. Là, elle s'arrêta devant une porte portant le numéro 17. « Mamie, c'est ici » annonça-t-elle en frappant du poing à la porte. Aucune réponse. Linuchen lança un regard inquiet à Michel, puis frappa plus fort. Finalement, une voix faible se fit entendre de l'intérieur. « Qui est là ?»« L'un » répondit vivement la petite fille dans sa langue maternelle. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme d'environ 70 ans, visiblement affaiblie. Son visage s'illumina d'un sourire de soulagement en voyant sa petite fille, suivi d'un regard perplexe en apercevant Michel. « L'un, Dieu merci !» s'exclama-t-elle en espagnol avec un fort accent, en serrant l'enfant dans ses bras. Puis elle observa Michel avec méfiance. « Qui êtes-vous »« Je suis le docteur Michel Renaud, chirurgien cardiaque à l'hôpital Saint-Ange. C'est moi qui ai opéré l'un il y a quelques mois, » expliqua-t-il, remarquant aussitôt le souffle, court de la vieille dame et la teinte légèrement bleutée de ses lèvres. Une lueur de reconnaissance brilla dans ses yeux. « Docteur Cœur, » dit-elle, reprenant l'expression utilisée par l'un. « Entrez, je vous en prie. » L'intérieur du petit appartement était propre et ordonné, malgré une pauvreté manifeste. Une seule pièce servait à la fois de chambre, de salon et de cuisine, avec une minuscule salle de bain séparée par un rideau. 3 matelas étaient empilés dans un coin, servant manifestement de lit pour toute la famille la nuit. La dame, qui se présenta sous le nom de Madame Cao, s'assit avec difficulté sur l'une des 2 seules chaises, sans lâcher l'un. « Où sont les parents de Linuchen » demanda Michel, inquiet de l'absence d'adultes. « Au travail » répondit Madame Cao en désignant une horloge au mur. « Ils partent à 5 heures du matin et ne rentrent qu'à 9 heures du soir, chaque jour. »« Et vous restez seul avec Linuchen » questionna-t-il, tout en évaluant déjà son état de santé.
Madame Chao hocha la tête. Je m'occupe d'elle, mais hier, elle s'interrompit, cherchant ses mots en espagnol. Hier, je me suis senti très mal. Je n'avais plus de médicaments depuis une semaine. Je me suis évanoui quand, à mon réveil, Linou avait disparu. Avez-vous des problèmes cardiaques? Interrogea Michel, s'approchant pour l'examiner de plus près. Dans mon pays, j'étais médecin cardiologue, répondit-elle avec une fierté subtile. Mais ici, c'est trop cher. Les consultations, les médicaments. Elle ajouta, avec une résignation teintée de tristesse, qu'elle savait pertinemment que son cœur ne fonctionnait pas bien. Michel ressentit un mélange d'admiration et de désolation. Face à lui se tenait une professionnelle qualifiée, réduite à vivre dans la précarité, privée des soins qu'elle avait autrefois prodigués à autrui. « Puis-je vous examiner » demanda-t-il en sortant son stéthoscope de sa poche, un instrument qu'il gardait toujours à portée de main. Madame Chao accepta. Un examen rapide confirma les soupçons de Michel. Les symptômes d'une insuffisance cardiaque étaient patents, probablement exacerbés par l'absence de traitement. « Vous devez être hospitalisé immédiatement », déclara-t-il, son ton empreint de gravité. Le visage de Madame Chao se ferma, exprimant un refus catégorique. Elle expliqua qu'elle n'avait pas ses papiers en règle et que l'hôpital exigeait une multitude de documents et d'argent. Qui s'occuperait de Linou? Michel répondit avec assurance qu'il s'en chargerait personnellement et que Linou pourrait rester à l'hôpital pendant qu'il contacterait ses parents. L'angoisse se lisait dans les yeux de la vieille dame. Le mari de sa fille n'aimait pas les hôpitaux, craignant les problèmes liés aux papiers et au gouvernement. Michel commençait à prendre conscience de la complexité de la situation. La famille était probablement en situation irrégulière et redoutait une expulsion si elle entrait en contact avec les autorités. Il exprima sa compréhension face à ces inquiétudes, mais insista sur le fait que sa vie était en jeu et que Linou ne pouvait pas rester seule. À ce moment précis, la petite Linou, qui avait suivi la conversation avec une attention soutenue, tira la manche de la blouse de Michel. « Docteur Cœur, aide mamie comme tu as aidé Linou. » Le regard plein d'espoir de l'enfant fit tomber les dernières barrières de professionnalisme que Michel s'efforçait de maintenir. L'affaire était devenue personnelle. « Oui, Linou, je vais aider ta grand-mère comme je t'ai aidé. » Après avoir convaincu Madame Chao de les accompagner, Michel l'aida à rassembler ses papiers et ses médicaments, tandis que Linou emballait quelques vêtements dans un sac à dos coloré. Avant de partir, Madame Chao insista pour laisser un mot aux parents de Linou afin d'expliquer la situation. Sur le chemin de l'hôpital, Michel aperçut dans le rétroviseur la vieille dame serrant une vieille chemise cartonnée contre sa poitrine. Devant son regard interrogateur, elle expliqua « Ce sont mes dossiers médicaux, les examens de mon cœur faits dans mon pays. C'est très important pour moi. » Michel respecta le lien que la femme entretenait avec son identité professionnelle passée, même dans ces circonstances difficiles. À leur arrivée à l'hôpital, Michel fut immédiatement interpellé par Camille, dont l'expression oscillait entre soulagement et réprobation. « Docteur Michel, nous étions sur le point d'appeler la police. Vous ne pouvez pas simplement partir avec une patiente mineure sans autorisation. » Michel répondit que la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait, tout en aidant Madame Chao à descendre de la voiture. Il présenta la grand-mère de Linou, soulignant qu'elle nécessitait une hospitalisation immédiate en raison d'une insuffisance cardiaque décompensée. Les yeux de l'infirmière en chef s'écarquillèrent en constatant l'état de la vieille dame. Elle acquiesça, ajoutant qu'il réglerait les aspects administratifs plus tard. Elle demanda à Camille de préparer un brancard et de contacter le docteur Ravière, cardiologue, car il allait personnellement s'occuper de ce cas. Les heures qui suivirent furent intenses. Madame Chao fut admise aux urgences cardiologiques, où les examens confirmèrent un état grave nécessitant une prise en charge rapide. Immédiatement après, l'enfant est resté aux côtés de sa grand-mère, tenant fermement sa main, ne la lâchant que lorsque les soins médicaux le nécessitaient. En attendant les résultats des examens, Michel s'efforça de joindre les parents du garçon grâce au numéro de téléphone fourni par le voisinage, mais ses tentatives restèrent vaines. Son poste, qu'il devait occuper à 14 heures, dut être attribué à un autre médecin car il refusait d'abandonner ses nouvelles patientes. « Docteur Michel, il faut que je vous parle », l'interpella Gabrielle, l'assistante sociale,
lorsqu'il sortit enfin de la salle d'examen pour prendre un café. La situation se complique. Nous n'avons pas réussi à contacter les parents de l'enfant, et Madame Sao, étant étrangère et sans papiers en règle, ne peut légalement en être responsable. Michel passa une main lasse dans ses cheveux grisonnants. Gabriel, nous sommes face à une urgence médicale. La bureaucratie devra attendre. Ce n'est pas si simple. Le directeur administratif a déjà été informé du cas et exige une réunion immédiate avec vous. Michel savait que, malgré le respect dont il jouissait au sein de l'hôpital, cela ne le mettait pas à l'abri des règles de l'institution. Le docteur Valère Duchamp, directeur administratif, était connu pour son intransigeance en matière de protocole, et plus particulièrement en ce qui concernait les finances de l'hôpital. La réunion fut, comme on pouvait s'y attendre, tendue. Docteur Renaud, vous avez placé l'hôpital dans une situation juridiquement délicate, commença le docteur Duchamp, assis bien droit derrière son bureau impeccable. Nous avons un enfant sans documentation adéquate, une vieille dame, étrangère en situation irrégulière, et un médecin qui a ignoré tous les protocoles de l'établissement. Il s'agit de vies humaines, Étienne, pas de protocole, rétorqua Michel, laissant de côté toute formalité. Des vies humaines qui coûtent de l'argent, docteur. Qui va payer le traitement? Le programme d'aide a déjà couvert l'opération. De la fillette et la famille n'est même pas revenue pour les suivis nécessaires. Je paierai de ma poche s'il le faut, répondit Michel, surpris lui-même par cette décision impulsive. Le docteur Duchamp haussa les sourcils. Vous savez que les coûts peuvent être considérables, n'est-ce pas? Surtout si Madame Sao a besoin d'une intervention chirurgicale, ce qui semble probable. Je sais parfaitement de quoi il s'agit, Étienne, et je sais aussi que nous avons un fonds de secours humanitaire qui est rarement utilisé parce que vous trouvez toujours une excuse administrative pour l'éviter. Le directeur ajusta ses lunettes, visiblement contrarié. Ce fonds a des critères spécifiques qui peuvent être assouplis dans des situations exceptionnelles par le conseil de direction, dont je fais partie, je vous le rappelle. Ajouta Duchamp. Je ne demande pas de faveur personnelle, Étienne. J'exerce simplement mon devoir de médecin et d'être humain. Après une longue discussion, un accord provisoire fut trouvé. L'hôpital prendrait en charge les frais initiaux du traitement de Madame Sao, tandis que Michel se chargerait de régulariser la situation administrative de la famille dans un délai d'1 semaine. Quant au petit, il pourrait rester à l'hôpital comme accompagnant de sa grand-mère sous la supervision de l'équipe sociale. De retour dans la chambre où Madame Sao était hospitalisée, Michel trouva le garçon installé calmement à côté du lit en train de dessiner sur un bloc-notes qu'une infirmière compatissante lui avait donné. « Comment vous sentez-vous, Madame Sao » demanda-t-il en consultant le moniteur cardiaque. « Mieux avec les médicaments » répondit-elle faiblement. « Merci, docteur. Nous devons parler de votre traitement » dit Michel en s'asseyant au bord du lit. « Les examens montrent que vous avez besoin d'une intervention chirurgicale. Il y a une sténose mitrale sévère qui affecte le fonctionnement de votre cœur, Madame Sao, comme si elle s'y attendait. » Dans les résultats d'examen, Michel confirma le diagnostic. La même maladie héréditaire dont souffrait Lunou. Le traitement serait similaire, une intervention chirurgicale pour réparer la valve. La vieille dame garda le silence un instant, puis interrogea. « Qui va payer, docteur ? Ma fille et mon gendre travaillent au dur, mais leurs revenus sont modestes. Ils ont déjà une dette importante à cause de l'opération de Lunou. » Michel la rassura. « Ne vous inquiétez pas pour cela. L'important, c'est votre santé. » Madame Sao le fixa de ses yeux pénétrants, ceux d'une ancienne médecin. « C'est vous qui allez payer de votre poche, docteur ?» demanda-t-elle sans détour. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Michel sourit. « Nous trouverons une solution, Madame Sao. L'hôpital dispose de programmes d'aide. L'hôpital a déjà beaucoup aidé notre famille. C'est pourquoi nous n'avons pas repris les consultations pour Lunou, avoua-t-elle. Ma fille a honte de ne pas pouvoir payer, et son mari craint les problèmes administratifs. » Un serrement étreignit la poitrine de Michel, réalisant que la peur et la honte avaient empêché cette famille de rechercher les soins nécessaires, tant pour Lunou que pour sa grand-mère. « Je comprends, mais la santé doit toujours être la priorité. » Puis, remarquant le dossier que Madame Sao gardait précieusement près d'elle sur le lit, il hésita. « Vous avez dit que vous étiez cardiologue dans votre pays. Aimerez-vous partager vos recherches avec moi ?
Le visage de la vieille femme s'illumina d'une vivacité qui semblait la rajeunir. « Vous vous intéressez à mes travaux ?»« Bien sûr. Le savoir médical n'a pas de frontières, Madame Sao. » Avec précaution, elle ouvrit la chemise et en sortit plusieurs documents soigneusement organisés. Certains étaient jaunis par le temps, les bords usés, mais tous conservés avec un soin évident. Michel reconnut immédiatement qu'il ne s'agissait pas simplement de dossiers personnels, mais de recherches détaillées sur une affection cardiaque rare, touchant principalement les populations d'Asie de l'Est. « C'est impressionnant », murmura-t-il en feuilletant les documents écrits dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais dont les schémas et annotations techniques étaient universels en médecine. « Vous avez développé une technique spécifique de traitement ?»« Oui. Dans mon pays, nous traitons de nombreux cas comme celui de Lunou avec une combinaison de médecine traditionnelle et de chirurgie moderne, expliqua-t-elle, avec de meilleurs résultats et moins de complications. Pendant que Michel examinait les documents avec un intérêt croissant, Lunou se leva pour montrer son dessin. Une figure simple représentant un homme en blouse blanche tenant les mains d'une petite fille et d'une vieille dame. « Docteur Cœur, Mamie Cœur, Lunou Cœur », expliqua-t-elle fièrement. Ce simple dessin d'enfant capturait parfaitement le lien étrange qui s'était tissé entre eux. 3 générations, 3 vies, 3 cœurs unis par des circonstances extraordinaires. « C'est magnifique, Lunou », complimenta Michel, ému de se voir inclus dans cette petite famille. À ce moment-là, une infirmière entra précipitamment dans la chambre. « Docteur Michel, les parents de la fillette viennent d'arriver. Ils sont très agités dans le couloir. » Un jeune couple d'origine asiatique discutait vivement avec Gabriel et 2 agents de sécurité de l'hôpital. La femme pleurait tandis que l'homme gesticulait avec véhémence, sa voix résonnant dans le couloir. « Où est ma fille ? Où est ma mère ?» criait-elle en espagnol entrecoupé. « Pourquoi l'hôpital les a-t-il emmenés sans autorisation ?» Michel s'approcha, se présentant. « Je suis le docteur Michel Renaud, responsable du traitement de votre mère et celui qui a trouvé votre fille hier soir. » L'homme seul les yeux de Madame Chen, emplis d'une colère vive et d'une profonde anxiété, se fixèrent sur Michel. « Vous ne pouvez pas simplement nous enlever notre fille. Nous avons des droits, monsieur. » Michel, gardant un ton posé mais ferme, répondit. « Monsieur Chen, je vous prie de vous calmer. Votre fille se trouvait seule, sous la pluie, devant l'entrée de l'hôpital. De plus, votre belle-mère est dans un état critique et requiert des soins médicaux immédiats. » Visiblement bouleversée, Madame Chen tenta de s'expliquer. « Nous ignorions qu'elle était sortie. En rentrant du travail, nous ne l'avons plus trouvée et nous avons imaginé le pire. » Sa voix se brisa sous le poids de l'émotion. « Je comprends parfaitement votre inquiétude, Madame Chen. Cependant, elles sont en sécurité. Votre mère nécessite une intervention chirurgicale cardiaque en urgence, et Luno se trouvait en compagnie de sa grand-mère. » Monsieur Chen demeurait sceptique. « Combien cela va-t-il nous coûter ? Nous n'avons pas les moyens de payer de telles sommes, et nous ne souhaitons aucun problème administratif avec les autorités. » Michel proposa. « Discutons-en calmement. Le plus important à présent est que vous puissiez retrouver votre fille et votre mère, et qu'ensemble, nous envisagions les meilleures options de traitement possibles. » Bien qu'encore hésitants, Monsieur et Madame Chen suivirent Michel jusqu'à la chambre où les retrouvailles furent empreintes de larmes et d'embrassades. En voyant ses parents, Luno se précipita dans leurs bras, tandis que Madame Sao observait la scène avec un soulagement palpable. Progressivement, la tension s'apaisa, laissant place à une discussion plus sereine. Michel expliqua en détail la situation médicale de Madame Sao et les différents traitements envisageables. La famille Chen révéla avoir immigré en France 3 ans auparavant, fuyant la persécution politique dans leur pays d'origine. Madame Sao, autrefois cardiologue respectée, avait vu sa carrière et ses recherches anéanties après s'être publiquement opposée à certaines orientations du gouvernement. « Maman a tout perdu », expliqua Madame Chen. « Son travail de toute une vie, son statut, son prestige. Nous sommes venus en France presque sans rien, uniquement pour la protéger et offrir un avenir meilleur à Luno, » ajouta Monsieur Chen, sa fille blottie contre lui. « Mais la vie est très difficile. Nous travaillons de longues heures dans une usine de confection pour un salaire dérisoire. » Michel écouta attentivement le récit de cette famille, conscient des sacrifices et du courage dont ils faisaient preuve
Lorsque M. Chen exprima à nouveau ses inquiétudes concernant les frais médicaux et leur statut migratoire, Michel prit une décision. « J'ai une proposition à vous faire », annonça-t-il. « J'ai pris connaissance des travaux de recherche de Mme Sao sur les pathologies cardiaques héréditaires. Ce sont des études d'une grande valeur qui pourraient bénéficier à de nombreux patients ici, en France. » Mme Sao se redressa légèrement sur son lit, son intérêt piqué au vif. « Que proposez-vous, docteur ? Une collaboration. L'hôpital pourrait prendre en charge les frais de traitement de Mme Sao dans le cadre d'un programme de recherche. En contrepartie, elle partagerait son expertise avec notre équipe médicale, disons, une mission de consultant spécialisé. » Les yeux de Mme Sao s'illuminèrent d'une étincelle qui semblait avoir disparu depuis longtemps. « Mon travail aurait donc encore de la valeur ? Une valeur immense, Mme Sao. De plus, je peux également vous aider à régulariser votre situation dans le pays grâce à un visa humanitaire. J'ai quelques contacts qui pourraient intervenir. » La famille Chen échangea un regard rempli d'un espoir prudent. Pour la première fois depuis leur arrivée à l'hôpital, la peur sembla s'estomper, laissant entrevoir la possibilité d'une véritable solution. « Pourquoi nous aidez-vous autant, docteur ?» en demanda M. Chen encore méfiant face à une telle générosité. Michel hésita un instant avant de répondre, parce que Luno m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Entre 2 opérations et des gardes de nuit, derrière, chaque cœur que j'opère, il y a une famille entière, une histoire complète. Il souria. La moindre des compensations pour la bravoure de votre fille, qui a bravé une tempête pour secourir sa grand-mère à travers la ville, est de s'assurer que son courage ne soit pas vain. Michel s'engagea alors dans une double mission, préparer l'intervention chirurgicale de Mme Sao et régulariser la situation administrative de la famille Chen. Il s'investit corps et âme dans chaque étape, multipliant les coups de téléphone, sollicitant des faveurs et usant de son influence au sein de l'hôpital pour que le dossier soit traité avec la plus grande diligence. Durant cette période, il passa plus de temps avec la petite Linou qu'avec sa propre fille, qu'il n'avait pas vue depuis des mois. La fillette l'accompagnait fréquemment lors de ses visites, observant avec curiosité les patients, bombardant de questions les procédures et les instruments. Un après-midi, alors qu'il remplissait des formulaires, il lui demanda « Et toi, Luna, tu aimerais devenir médecin plus tard ?» Sans hésitation, elle répondit « Oui, un docteur du cœur, comme toi et comme mamie. » Cette réponse le remplit d'une fierté indicible, comme si Linou faisait déjà partie intégrante de sa famille. Pendant sa préparation à l'opération, Mme Sao partagea son savoir avec l'équipe médicale. Michel organisa des mini-conférences où, depuis son lit, elle expliquait ses méthodes de traitement de certaines affections cardiaques. L'intérêt des autres médecins fut immédiat, notamment lorsqu'ils découvrirent les résultats documentés des recherches de la vieille dame. C'est fascinant la manière dont elle associe les techniques traditionnelles à la médecine moderne, commenta le docteur Ravier, cardiologue en chef, après une session. Cela pourrait transformer certains de nos protocoles. L'opération de Mme Sao fut programmée pour un vendredi. La veille au soir, Michel reçut un appel inattendu. « Papa ?» La voix de Nathalie était hésitante à l'autre bout du fil. « Nathalie ?» répondit-il surpris. Sa fille l'appelait rarement. « Tout va bien ?»« Oui », répondit-elle après une pause. « Maman m'a dit que tu comptais venir à mon spectacle de ballet samedi. »« Oui, je serai là, c'est promis. »« C'est important pour toi ?» demanda Nathalie, sa voix trahissant une rare insécurité chez une adolescente d'ordinaire si déterminée. Michel sentit un nœud se former dans sa gorge. « C'est l'événement le plus important de mon week-end, Nathalie. Je ne le raterai pour rien au monde, pas même pour une opération, » dit-il sur un ton à la fois taquin et sérieux, rappelant les nombreuses fois où il avait manqué des événements familiaux à cause d'urgence à l'hôpital. « Pas même pour la chirurgie la plus compliquée au monde, je te le garantis. Je réorganise tout mon emploi du temps pour être là. » Un bref silence suivit, puis Nathalie dit « Cela compte beaucoup pour moi, papa. » Après avoir raccroché, Michel resta modifia en profondeur son organisation de travail afin de donner la priorité à sa fille, une chose qu'il avait rarement faite pendant son mariage. Ironiquement, il avait fallu une jeune patiente pour lui rappeler l'importance de sa propre famille. Le matin de l'opération de Mme Sao, Michel arriva à l'hôpital exceptionnellement tôt afin de revoir les derniers détails. Il fut surpris
de trouver une visite inattendue dans la salle d'attente. Le docteur Monique Delaunay, son ancienne professeure d'université et actuelle directrice du prestigieux Institut national de cardiologie. « Monique, quelle surprise !» dit-il, sincèrement étonné par sa présence. « Michel, mon cher, » répondit-elle en le saluant d'une étreinte formelle. « J'ai appris que tu avais une patiente très spéciale, une cardiologue étrangère avec tes recherches révolutionnaires sur les cardiopathies spécifiques à l'Asie de l'Est. Son ton détendu ne trompa pas Michel. Monique ne faisait jamais de visite de courtoisie. Ses apparitions avaient toujours un objectif précis. « Les nouvelles vont vite », répondit-il avec prudence. « Toujours dans ce milieu, » sourit-elle. « J'aimerais la rencontrer avant. Si la possibilité se présente, peut-être pourrions-nous envisager une collaboration entre votre établissement hospitalier et notre institut. Ces travaux de recherche, portant sur des traitements alternatifs pour ces pathologies, pourraient idéalement compléter notre nouvelle division, dédiée aux traitements expérimentaux. » Michel ressentit une sonnette d'alarme intérieure. Il connaissait pertinemment la réputation de Monique, brillante, ambitieuse et inflexible dans sa quête de reconnaissance académique. « Je vais vérifier si Madame Sao est disposée à recevoir des visites préalablement à l'intervention, » répondit-il avec diplomatie. « Elle est très stressée, comme vous pouvez l'imaginer. » Bien sûr, mais ne serait-il pas bénéfique pour elle de savoir que ses recherches pourraient se poursuivre au sein d'une institution telle que la nôtre, avec un financement approprié et des publications internationales? Elle est davantage préoccupée par sa guérison et la stabilité de sa famille à l'heure actuelle. Monique, la docteure, modifia son attitude, abandonnant partiellement son ton amical. En parlant de famille, j'ai ouï dire que vous vous occupiez de questions migratoires. Plutôt inhabituel pour un chirurgien, ne trouvez-vous pas? L'insinuation était limpide. Monique était au fait de la situation irrégulière de la famille Chen et lui rappelait subtilement que cela pouvait poser problème. « Je fais ce que je considère comme éthiquement juste pour mes patients », répliqua Michel avec une fermeté admirable. Elle lui concéda un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, mais veillez à ne pas compromettre votre réputation professionnelle en vous impliquant excessivement. L'ordre des médecins est devenu assez strict ces derniers temps. Avant que Michel ne puisse rétorquer, Camille fit son apparition dans le couloir. « Docteur Michel, nous sommes prêts à commencer la préparation de la patiente. »« J'arrive tout de suite, » répondit-il. Puis, il se tourna vers Monique. « Nous devrons reprendre cette conversation après l'opération. »« Bien sûr, je resterai dans les parages, » assura-t-elle, son message implicite planant encore dans l'air même après son départ. L'opération de Madame Sao fut particulièrement ardue. L'état de son cœur était plus détérioré que ne l'indiquaient les examens initiaux, ce qui contraignit Michel à improviser certaines techniques pendant l'intervention. Fait curieux, ce furent précisément certaines des approches décrites dans les recherches de la patiente elle-même qui se révélèrent décisives pour le succès de l'opération. Après près de 6 heures de chirurgie, Michel sortit enfin du bloc opératoire, épuisé mais satisfait. Madame Sao était stable, avec de bonnes perspectives de rétablissement. Dans la salle d'attente, il retrouva la famille Chen et, à sa surprise, Monique attendait toujours. « L'opération a été un succès », annonça-t-il au grand soulagement de la famille. « Madame Sao se remet bien, vous pourrez la voir dans quelques heures, une fois qu'elle sera réveillée de l'anesthésie. » Alors que les Chen le remerciaient avec émotion, Monique s'approcha. « Félicitations, Michel. J'ai appris que c'était une intervention assez innovante. »« Comment pouviez-vous être au courant si rapidement ?» demanda-t-il, surpris. « J'ai mes contacts, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « En fait, je voulais vous inviter à présenter ce cas au symposium international du mois prochain. Ce serait l'occasion idéale pour introduire les méthodes de Madame Sao à la communauté médicale mondiale. » La proposition était alléchante. Un symposium international signifiait visibilité, reconnaissance, publication potentielle. Cependant, quelque chose dans la façon dont Monique ignorait totalement la famille Chen, comme s'ils n'étaient que des accessoires du cas médical, dérangea profondément Michel. « Je vous remercie pour l'invitation, Monique, mais je devrais d'abord en discuter avec Madame Sao. Ce sont ses recherches, après tout. » Le sourire de Monique vacilla légèrement. « Bien sûr, même si, techniquement, maintenant,
que vous avez appliqué ces techniques, l'exécution chirurgicale est votre propriété intellectuelle. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, rétorqua Michel fermement, pas sans crédit ni consentement. Avant que la discussion ne puisse se poursuivre, le téléphone de Michel sonna. C'était le docteur Velasquez, directeur administratif, intima à Michel de le rejoindre immédiatement dans son bureau, précisant que cela concernait la famille Chen. Le ton employé par le directeur alarma Michel, qui s'excusa brièvement avant de se rendre au bureau de son supérieur, où il le trouva visiblement agité. Michel demanda ce qu'il se passait, et Étienne lui annonça sans ambages avoir reçu un appel de l'Institut national de migration. Selon cet appel, quelqu'un avait signalé la présence d'une famille de migrants en situation irrégulière au sein de l'hôpital, et une vérification était imminente. Michel sentit un froid glacial l'envahir. Le lien avec la visite de Monique lui parut trop évident pour être une simple coïncidence. Il déclara qu'il fallait régler cela sans délai et saisit son téléphone pour appeler le docteur Ramirette du service juridique. Les heures qui suivirent furent une véritable course contre la montre. Michel mobilisa tous les contacts qu'il avait patiemment tissés au cours des dernières semaines, y compris un ancien patient travaillant au consulat et un avocat spécialisé en droit de l'immigration. Les démarches pour l'obtention d'un visa, humanitaire qui prennent habituellement des semaines, devaient être accélérées en quelques heures seulement. Pendant ce temps, Madame Sao se réveillait de l'anesthésie, complètement inconsciente du drame bureaucratique qui se déroulait en coulisses. Linou restait à ses côtés, dessinant tranquillement, tandis que ses parents, rongés par l'anxiété, patientèrent dans le couloir, suivant à la lettre les consignes de Michel de ne pas quitter l'hôpital. Lorsque les agents de l'Institut national de migration finirent par arriver, ils furent accueillis non seulement par Michel et le docteur Valère, mais aussi par le docteur Ramirette et un représentant du consulat. Ce dernier présenta une documentation provisoire de demande d'asile humanitaire au nom de la famille Chen, mettant en avant les persécutions politiques subies par Madame Sao dans son pays d'origine, ainsi que sa potentielle contribution scientifique pour la France. Le représentant expliqua que cette famille bénéficiait d'une protection consulaire temporaire et que le processus officiel de régularisation était en cours, avec un caractère d'urgence justifié par l'état de santé de la docteure Sao. Les agents, bien que sceptiques, ne purent que constater la validité des documents présentés. Après avoir examiné les papiers et posé quelques questions, ils annoncèrent qu'ils reviendraient pour suivre le dossier, mais qu'aucune mesure immédiate ne serait prise. Une fois les agents partis, Michel ne put retenir sa colère. Il accusa Monique d'être à l'origine de cette dénonciation, motivé par sa frustration de ne pas pouvoir accéder facilement aux recherches de Madame Sao. Le docteur Valère laissa échapper un profond soupir, soulignant qu'il ne pouvait pas le prouver et qu'une accusation sans preuve contre la directrice de l'Institut serait dangereuse pour la carrière de Michel. Michel répliqua avec amertume, en demandant ce qu'importait sa carrière, alors qu'une famille entière avait failli être séparée et expulsée. Il ajouta que, grâce à ses contacts, cette famille était maintenant en sécurité. Le docteur Valère marqua une pause et lui conseilla de se concentrer sur cet aspect positif, plutôt que de chercher à se venger de Monique. Le conseil était judicieux, mais difficile à suivre. Michel se sentait trahi par une collègue qui aurait dû faire passer le bien-être des patients avant toute ambition personnelle. De retour pour rendre visite à la patiente, Michel aperçut Linou dans le couloir, observant le ciel nocturne par la fenêtre. Il s'accroupit à sa hauteur et lui demanda si elle allait bien. La fillette, les yeux noirs remplis d'inquiétude, lui demanda si sa grand-mère allait guérir. Michel la rassura en lui disant qu'elle allait bien, que sa grand-mère était très forte et très intelligente. Linou sourit et lui dit que le docteur était fort et intelligent. Michel fut submergé par une émotion soudaine. Cette petite fille, qui avait déjà affronté tant d'épreuves, trouvait encore la force d'éprouver de l'admiration et de la confiance. Il lui dit qu'elle était forte et intelligente, elle aussi, bien plus que lui. La fillette secoua la Michel repoussa cette idée d'un revers de main intérieur, la jugeant absurde. L'hindou, avec sa petite voix innocente, lui rappela « Cette fillette a bravé la tempête pour secourir sa grand-mère.
ce qui demande un courage supérieur à bon nombre de mes interventions chirurgicales. L'interlocuteur sembla peser les mots de Michel avant de lancer avec une candeur désarmante. La fille du docteur est également pleine de courage. Cette remarque le frappa de plein fouet. Nathalie devait présenter un récital de danse le lendemain. Oui, elle est très courageuse. Elle pratique la danse classique et demain elle a une représentation d'une grande importance. Le docteur ira-t-il voir sa fille danser? Questionna l'enfant. Bien sûr, je le lui ai promis, répondit Michel. L'hindou arbora un sourire, visiblement satisfait de cette réponse. Une fille a besoin de son père, tout comme moi j'ai besoin du mien. Cette sagesse enfantine, à la fois simple et directe, déconcerta Michel. Pendant des années, il s'était persuadé que son absence dans la vie de Nathalie était justifiée par son métier, essentiel à ses yeux, sauver des enfants. Mais, à travers le regard de l'hindou, il prenait conscience de l'erreur fondamentale de son raisonnement. Tous les enfants ont besoin de leurs parents, y compris sa propre fille. Le lendemain matin, après s'être assuré que l'état de santé de Madame Sao s'améliorait et que la famille Chen était en sécurité à l'hôpital, Michel se prépara à honorer sa promesse envers Nathalie. Il revêtit son plus beau costume, acheta un bouquet de fleurs et prit la route en direction de Montterre, où devait se tenir le récital. Le théâtre était bondé lorsqu'il arriva. Il aperçut Alexandre au 3e rang, qui sembla sincèrement surprise de le voir. « Tu es venu ?» dit-elle, davantage comme une constatation qu'une interrogation. « Je l'avais promis », répondit-il avec simplicité. La représentation fut un enchantement. Nathalie dansait avec une grâce et une précision que Michel n'avait jamais réellement remarquées auparavant, trop souvent absorbé par ses préoccupations professionnelles lors des rares occasions où il avait assisté à ces spectacles. Cette fois, il était pleinement présent, captivé par chaque mouvement, chaque expression. Lorsque le rideau tomba et que les applaudissements retentirent dans la salle, Michel ressentit une fierté incomparable à toutes ses satisfactions professionnelles passées. En coulisses, Nathalie se précipita pour l'embrasser, un geste qu'elle n'avait pas fait spontanément depuis des années. « Tu es vraiment venu ?» murmura-t-elle, encore vêtue de son costume de ballerine. « Bien sûr que je suis venu. Tu avais dit que ce serait la chose la plus importante de mon week-end, n'est-ce pas ?» Nathalie recula légèrement pour observer le visage de son père. « Tu as l'air différent. »« Différent comment ?» demanda Michel. « Je ne sais pas l'expliquer. Plus présent. Même quand tu venais à mes représentations, j'avais l'impression que ton esprit était ailleurs. » Cette observation perspicace de sa fille le prit au dépourvu. Nathalie avait toujours été intuitive mais rarement aussi ouverte au sujet de ses sentiments envers lui. « J'ai compris certaines choses importantes, » admit Michel, « sur ce qui compte vraiment. » Après le récital, ils allèrent dîner tous les trois ensemble, une chose qui ne s'était plus produite depuis le divorce. La conversation s'engagea plus naturellement que Michel ne l'aurait cru. Nathalie parla avec enthousiasme de son projet de passer le concours d'entrée en médecine, une information qu'il ignorait. « Médecine ? Depuis quand ?» demanda-t-il surpris. « Depuis toujours, papa, » répondit-elle avec une pointe d'agacement. « C'est juste que je n'en parlais pas trop parce que... Eh bien, je pensais que tu croirais que c'était juste pour t'impressionner. » Alexandre intervint avec bienveillance. « Nathalie a toujours admiré ton travail, Michel, même lorsqu'elle était en colère contre toi à cause de tes absences. » Le dîner se poursuivit. Michel raconta l'histoire de l'hindou, de Madame Sao, et comment cette expérience avait profondément modifié sa vision des choses. « Il est clair que cette fillette t'a offert une nouvelle façon de voir les choses, une véritable leçon de vie, » remarqua Alexandre avec une douceur dans le regard qu'elle n'avait plus aperçue depuis longtemps chez son ancien époux. « Plusieurs leçons, en réalité, » acquiesça Michel. « La plus importante étant qu'il n'est jamais trop tard pour réparer nos erreurs. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Nathalie, s'apprêtant à partir, lança « Pourrais-je éventuellement visiter l'hôpital ? J'aimerais rencontrer cette Lunou et sa grand-mère. » Cette demande prit Michel par surprise. « Bien sûr, je suis certain que Lunou serait enchantée de faire ta connaissance. Elle m'a d'ailleurs déjà demandé si j'avais une fille. »« Vraiment ?» s'étonna Nathalie. « Oui, et je pense que vous avez beaucoup de points communs, notamment une force de caractère, une détermination et une intelligence remarquables. »
Nathalie, légèrement embarrassée par ce compliment sincère, répondit « Dans ce cas, j'irai leur rendre visite la semaine prochaine. » « Parfait », rétorqua-t-il avec un sourire. De retour en France le dimanche, Michel trouva Madame Chao assise, sur son lit, penchée sur des documents de recherche en compagnie du docteur Ravière, le chef du service de cardiologie. Lunou se tenait près de sa grand-mère, observant attentivement les échanges entre les adultes. « Docteur Michel », s'écria la fillette en courant vers lui et en l'enlaçant affectueusement. « Bonjour ma petite », répondit-il en la soulevant, brièvement. « Comment va mamie aujourd'hui » demanda-t-il. « Mieux, mamie parle médecine avec un autre docteur. » Madame Chao, visiblement plus forte et revigorée, tant sur le plan physique que mental, expliqua. Le docteur Ravière porte un grand intérêt à mes travaux sur les thérapies complémentaires pour les cardiopathies congénitales. Nous envisageons même de lancer un programme pilote ici à l'hôpital. Michel ressentit une profonde satisfaction en constatant à quel point la vie de cette famille avait évolué en si peu de temps. Madame Chao retrouvait non seulement la santé, mais aussi son identité professionnelle et un but dans la vie. Les parents de Lunou, dont la situation administrative était en cours de régularisation, allaient bientôt pouvoir accéder à de meilleures perspectives d'emploi. « Docteur, vous vous souvenez ?» demanda Lunou, faisant allusion à leur conversation précédente. « Oui, Lunou. Et ma fille t'envoie un gros câlin. » Les yeux de la petite s'écarquillèrent, surprise que la fille du médecin soit au courant de son existence. « Oui, je lui ai tout raconté sur toi. Et tu sais quoi? Elle a très envie de te rencontrer. Elle viendra te voir la semaine prochaine. » Le visage de Lunou s'illumina d'un large sourire. « Lunou va avoir une amie, et moi, je vais retrouver ma fille, » pensa Michel, submergé par une immense gratitude pour le concours de circonstances qu'il avait mené à ce moment. Le lundi, une surprise attendait Michel à son arrivée à l'hôpital. Dans le hall principal, un groupe important de médecins et de membres du personnel s'était rassemblé, parmi lesquels de nombreux collègues de longue date. En tête, tenait le docteur Valère, exceptionnellement enthousiaste. « Michel, quelle chance de te croiser. Nous avons une proposition à te soumettre, » annonça le directeur administratif. « Une proposition » s'enquit Michel. Le docteur Ravière s'avança. « Nous avons longuement débattu ce week-end et, inspiré par le cas de Madame Chao, nous sommes convaincus que l'intégration des approches traditionnelles à la médecine moderne, dans le traitement de certaines cardiopathies, recèle un potentiel extraordinaire. Et le conseil d'administration a approuvé la création d'un nouveau département, compléta le docteur Valère. Un centre de médecine cardiaque intégrative, combinant les techniques conventionnelles et les approches complémentaires scientifiquement validées. Michel parcourut la salle du regard, observant l'enthousiasme sincère de ses collègues. « Et moi, dans tout ça ?» demanda-t-il. « Nous souhaitons que tu diriges ce nouveau centre, » répondit le docteur Valère, avec Madame Chao, comme consultante spécialisée, une fois qu'elle sera complètement rétablie. Cette proposition était à la fois inattendue et stimulante. Un tel centre pourrait venir en aide à d'innombrables patients, en particulier au sein des communautés migrantes. Souvent mis à l'écart du système de soins de santé conventionnel, Michel ajouta après une pause de réflexion « Je souhaite instaurer un programme d'accueil spécifique pour les foyers à faible revenu et les personnes migrantes, avec un accès facilité et des coûts réduits, voire subventionnés. » Le docteur Valère manifesta une hésitation palpable, visiblement préoccupé par les implications financières. Une telle initiative nécessiterait un financement considérable que nous pourrions obtenir grâce à des collaborations et des dons, rétorqua Michel. Et pensez aux retombées en matière de recherche et de prestige institutionnel. Nous serions des précurseurs dans le pays. La discussion se poursuivit pendant des heures, chacun contribuant avec ses idées et suggestions. L'enthousiasme était contagieux, ravivant chez Michel le souvenir de l'idéal qui l'avait initialement attiré vers la médecine. Ce désir profond d'aider autrui, de changer positivement la vie de ceux qui en avaient le plus besoin. Au terme de la réunion, un accord préliminaire avait été trouvé. Un centre baptisé Cœur et Vie Intégrative verrait le jour, avec un programme spécifique dédié aux populations vulnérables. Madame Chao serait officiellement invitée à collaborer en tant que consultante spécialisée,
recevant un visa de travail qui permettrait de régulariser définitivement la situation de toute sa famille. Lorsque Michel se rendit auprès d'elle, pour lui annoncer la bonne nouvelle, il la trouva plus forte, assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Linou était à ses côtés, absorbé par un livre pour enfants sur le corps humain, offert par une infirmière. « J'ai d'excellentes nouvelles », déclara-t-il, en lui expliquant en détail la proposition. Madame Chao l'écouta attentivement, les yeux embués de larmes. « Mon travail aura-t-il une suite ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Après avoir tout perdu, je pensais que cela ne serait plus jamais possible. Non seulement il aura une suite, Madame Chao, mais vos connaissances serviront de fondement à quelque chose de nouveau et d'important, qui pourra aider de nombreuses personnes. » La vieille dame saisit la main de Michel avec une force surprenante pour quelqu'un se remettant d'une opération cardiaque. « Comment vous remercier, docteur? Vous n'avez pas seulement sauvé mon cœur, mais celui de toute ma famille. »« C'est moi qui vous suis reconnaissant, Madame Chao. Votre petite fille m'a rendu quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. » Linou, intriguée, les observait. « Qu'est-ce que j'ai rendu au docteur ?» demanda-t-elle innocemment. Michel sourit, touché par la simplicité de la question. « Mon propre cœur, Linou. Tu m'as rappelé pourquoi j'ai choisi de devenir médecin et surtout que le rôle de père est le plus important de ma vie. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément, surtout au début. » La semaine suivante arriva enfin le moment tant attendu par Linou, la visite de Nathalie, la fille de Michel. Nathalie arriva à l'hôpital avec un petit paquet enveloppé dans du papier coloré. En apercevant Linou, elle s'accroupit à sa hauteur. « Bonjour Linou, je suis Nathalie, la fille du docteur Michel. » Linou la regarda avec admiration. « Tu danses ?» demanda-t-elle, se souvenant de ce que le médecin lui avait raconté. « Oui, je fais du ballet », répondit Nathalie, charmée par la fillette. « Je t'ai apporté un cadeau. » Linou accepta le paquet avec déférence, l'ouvrit délicatement et découvrit un petit stéthoscope en plastique, un jouet. « C'est pour que tu commences ton entraînement de docteur ?» expliqua Nathalie, en lançant un clin d'œil à son père, qui observait la scène. Les yeux de Linou s'illuminèrent de joie. « Maintenant, Linou est docteur aussi !» s'exclama-t-elle, mettant aussitôt l'instrument à ses oreilles et posant l'embout sur la poitrine de Nathalie. « Cœur bassien !» Le rire spontané de Nathalie résonna. Dans les corridors de l'établissement de santé, un son familier que Michel n'avait pas perçu depuis une éternité, celui de sa fille échangeant avec aisance avec un tiers, lui insufflait un sentiment de contentement insoupçonné, tandis que les deux protagonistes discutaient de médecine, l'un posant des questions et Nathalie répondant avec une patience infinie. Michel réalisait que cela incarnait la connexion qu'il avait réussi à établir entre les différentes facettes de son existence, longtemps cloisonnée. Les mois suivants furent le théâtre d'une multitude de changements. Le centre Cœur et Vie Intégrative fut officiellement inauguré, avec Michel à sa direction, et Madame Chao en tant que consultante principale. La famille Chen parvint à régulariser pleinement sa situation administrative dans le pays et emménagea dans un appartement modeste mais décent, à proximité de l'hôpital. Lina fut scolarisée dans une école publique où elle excella rapidement, particulièrement en sciences. Les week-ends, elle se rendait fréquemment à l'hôpital, en tant que bénévole, apportant réconfort aux enfants hospitalisés et distribuant des dessins colorés pour égayer leur quotidien.